Nickel. Mais bon. Yes. Bon, Théo, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, j'accueille Théo Justine, qui donc est coach, et puis tu vas toi-même nous dire qui tu aides et qui tu aides à faire quoi. Euh, la raison de l'interview d'aujourd'hui, voilà, on a commencé à se connaître un peu via les réseaux sociaux il y a quelques semaines. On avait déjà discuté un peu ensemble, mais voilà. Puis on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de points communs. Dans nos vies, dans la manière dont on travaille avec les gens. Et donc, dans cette interview, voilà, j'ai envie d'aborder le sujet de qu'est-ce qui empêche un être humain d'être heureux, d'avoir une vie pleinement épanouie, qu'est-ce qui empêche un être humain de changer, et puis aussi d'autres choses qui vont venir, puisque on va se laisser aussi porter dans l'interview. J'ai préparé des questions, mais ça va venir au fur et à mesure aussi en fonction de tes réponses. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter un petit peu ton parcours et ce que tu fais? Ouais, pas de souci. Du coup, je suis vraiment content d'être ici, de pouvoir échanger avec toi, Charles. Alors moi, du coup, Théo Justine, Théo le prénom, Justine le nom. Aujourd'hui, du coup, je suis coach. Donc, j'accompagne les personnes à trouver vraiment la cause profonde de leur mal-être et à s'en libérer rapidement grâce au collapse. Donc voilà principalement ce que je fais. OK. Est-ce qu'il y a des types de personnes en particulier que tu accompagnes? Alors, je me suis beaucoup spécifié. J'ai commencé dès le début que j'ai été formé et que j'ai commencé à travailler avec des personnes. En tout premier, j'avais les sportifs. Donc, au début, j'accompagnais vraiment les sportifs, précisément les sportifs de haut niveau, puis les entrepreneurs. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de ouvrir le champ des possibles à tout le monde, de pouvoir. Mon envie, c'est vraiment d'impacter toujours un maximum de personnes. Donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aider les personnes qui sont atteintes d'addiction, de peur, d'angoisse, de phobie, d'anxiété, de stress, etc., à trouver du coup qui est la cause profonde de leur mal-être spécifique, hein, et à s'en libérer. Hmm. OK. Du coup, tu parles de cause profonde et je pense qu'il y a une partie de l'interview où on va creuser là-dessus parce que un de nos points communs, c'est que on travaille pas sur les symptômes et que la Ouais, plupart des gens, la plupart du temps, pardon, des gens viennent nous voir avec un problème, mais qui est souvent non pas le vrai problème, mais un symptôme, une conséquence d'un problème, d'une cause plus profonde. Qu'est-ce que tu appelles, toi, trouver la cause profonde du problème et en quoi ça va donner des résultats différents que si on faisait pas ce travail? ouais, totalement. Mais en fait, dans mes enseignements, il y a quelque chose que je dis beaucoup, j'explique que l'être humain, il y a en nous comme plusieurs parties, tu vois. Et ce qu'on va avoir, c'est notre partie, justement, qui est la partie en nous animale. Cette partie animale, elle, c'est souvent là qu'on voit qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire, dans notre partie animale, on exprime des compulsions, actions, réactions incontrôlables. Et donc, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et en fait, c'est pas ça le vrai problème, parce que si, en fait, j'imagine vraiment le truc comme étant une voiture, on peut voir l'être humain comme un véhicule, il y a le tableau de bord, il y a les signaux lumineux qui apparaissent. Le problème, c'est pas le signal, le problème, il vient justement peut-être dans le moteur, il vient, etc. Donc moi, ce que j'appelle trouver la cause profonde, c'est euh, prendre conscience du signal lumineux qui apparaît sur le tableau de bord, comprendre pourquoi il y a ce signal lumineux spécifiquement, et aller justement voir la cause principale, aller mettre les mains dans le cambouis, les mains dans le moteur et régler le problème à la source. Moi, j'aime bien ta métaphore du tableau de bord dans une voiture. C'est un peu comme si tu avais ton truc d'essence qui t'indiquait que il y a plus de carburant et puis que du coup ta voiture elle s'arrêtait puis que tu allais taper sur le tableau de bord pour essayer de casser le voyant qui t'indique qu'il n'y a plus d'essence, Exactement. alors que ça, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, la cause profonde, comme tu dis, c'est d'aller mettre de l'essence dans ton moteur, quoi. Exactement. Et tu vois, quand je te dis qu'en nous, il y a plusieurs parties, et dont une partie que j'appelle l'animal, et dans cette partie animale, c'est elle qui va nous renvoyer toutes nos fameuses compulsions, actions, réactions incontrôlables, donc tout ce qui va être attaché à de la souffrance, tous les petits comportements, addictions, etc., dont on souffre. Ça, c'est pas réellement la cause profonde. Ça, c'est juste la partie visible. C'est ce que tout le monde peut voir. La cause profonde, elle va se situer un niveau dessus. Hmm. Et donc, tu disais, on a
pour toi, on a plusieurs parties de nous. Tu as parlé de la partie animale. C'est quoi les autres parties pour toi qui constituent l'humain? Alors pour moi, il y a euh, une partie que j'appelle le personnage. Cette partie que j'appelle le personnage, c'est elle justement qui va engendrer, OK? C'est comme tu as les voyants, OK? L'animal, c'est comme les voyants qui apparaissent sur le tableau de bord. Et justement, la partie que j'appelle le personnage, elle, c'est justement celle qui va être, c'est le moteur en fait. C'est on va dire, le problème plus profond. Le problème plus profond est dû à une réaction qui vient du personnage. Ok, ok. Et je sais que comme on a déjà échangé plusieurs fois ensemble, tu me parlais de la partie authentique, de la troisième partie, la partie authentique. Et pour toi, elle se situe où par rapport à ces deux parties-là? Bah, la partie au-dessus, donc tout ça dans l'être humain, hein, bien sûr. On dissocie les choses pour mieux les comprendre, mais en soi, c'est un tout, hein, c'est une harmonie. Et donc, en soi, la partie authentique, c'est qui l'on est réellement. Donc là, on a vraiment, c'est un petit peu le feu sacré qu'on a en nous. Et à chaque fois que on ne vit plus à travers nos vrais désirs, à travers notre authenticité, à travers qui l'on est réellement, bah, on développe un personnage, OK, qui est là, parce que, ce personnage, il se développe parce qu'on a juste envie d'être aimé, d'être accepté de la part des autres. Et donc du coup, on va se forcer, on va avoir l'addiction de porter un masque en continu, le masque de ce personnage-là, et du coup, ce qui va provoquer chez nous nos fameuses compulsions, actions, réactions incontrôlables. Donc la partie animale en nous va venir s'exprimer. Hmm. Donc, le centre du truc, c'est la partie authentique. Et au-dessus, il y a Exactement, le personnage qui va engendrer des comportements, on va dire, animaux, compulsifs, etc. exactement. Ok. Et c'est marrant parce que quand on s'est parlé pour les premières fois, on s'est rendu compte qu'en fait, on disait exactement la même chose, mais avec des mots très différents. Voilà, toi, Ouais, tu parles de partie authentique, personnage euh, et partie animale. Moi, le concept, c'est de jouer ta putain de note. Et donc voilà, pour moi, la partie authentique, c'est justement jouer sa note, vivre à partir de notre authenticité. Et que dès qu'on vit pas à partir de cette partie authentique ou dès qu'on joue pas notre note à nous, eh bien, il y a le personnage qui va se mettre en place et tout un tas de symptômes ensuite qui vont jaillir naturellement, quoi. ouais. Euh, je pense qu'on est tous les deux d'accord, tu vas me dire si c'est le cas pour toi, mais pour dire que 98% des choses qui sont proposées en termes d'accompagnement, de coaching, de thérapie, de techniques de mieux-être, de pratiques de mieux-être, Mhm. 98% va traiter justement les symptômes, va agir plutôt sur la partie visible de l'iceberg et ce que nous, on voit au quotidien, et ne va pas justement traiter la cause profonde. Est-ce que tu as le même regard que ça, toi? Ouais, totalement, je dirais même 99%. Heu, Totalement, en fait. C'est pour moi la plupart, des personnes qui ont essayé un tas de thérapies, qui ont essayé un tas de coachs différents, qui ont essayé un tas de méthodes, l'hypnose, la visualisation, la sophrologie, tous ces trucs-là et qui ont pas réussi à, «régler» entre guillemets leur souffrance de base, leurs problématiques de base. C'est que simplement le coach, le thérapeute n'a pas été en capacité à trouver la cause profonde et d'amener justement le processus de libération rapide et efficace, adapté à la personne, pour lui permettre de se libérer de sa problématique. Hmm. Ok. Et c'est quoi les conséquences pour toi, du coup, quand on renoue avec cette partie authentique, qu'on arrête de traiter les symptômes qu'il y a autour, mais qu'on renoue et qu'on se rebranche à cette partie authentique? Donc là, tu me demandes les symptômes quand on se rebranche à notre partie Non, authentique? enfin, les conséquences Ouais. quand on fait ce travail-là, quoi. Ah bah, bah, les conséquences, elles sont multiples, hein. Enfin, ça dépend vraiment de la vie de chaque personne, mais les conséquences quand on se rebranche à notre partie authentique, c'est que, bah, forcément, heu, c'est que, bah, du coup, toutes les problématiques liées au personnage qu'on a développé avec le temps, bah, on les a plus dans nos vies. On a naturellement ce que je prends souvent comme métaphore, c'est qu'on n'a pas besoin de motivation. Tu vois, la motivation, c'est un besoin quand on n'est pas inspiré et quand on est dans une partie authentique, bah, tu vois, c'est l'inspiration, c'est inspirer, donc c'est le souffle étant dedans. Donc là, on a naturellement ce feu sacré, cette inspiration et ça nous guide, en fait. Et donc du coup, on n'a pas besoin de motivation parce qu'on ne manque pas d'énergie, on l'a naturellement.
on est naturellement inspiré, on a accès à tu vois, la zone la plus développée, évoluée de notre cerveau, à savoir le cortex préfrontal. Et du coup, on a accès vraiment à l'imagination, à qui on veut devenir. On peut philosopher, imaginer, voilà. Et on est connecté vraiment à notre spiritualité, à qui l'on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, de créer dans le monde. Et du coup, voilà, on n'a pas cet besoin de motivation, on a naturellement notre énergie propre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences pour toi, au-delà du niveau d'énergie, de motivation qui change? Mmh, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'un être humain qui est connecté à son authenticité, il y a quelque chose qui touche son cœur, OK? Il a cette envie de le partager au monde et c'est comme une étoile qui brille, tu vois? Il va inspirer les autres aussi à briller. Donc il y a cet effet de, quand je brille, je fais briller aussi les autres qui sont autour de moi et j'inspire les autres et je les emmène avec moi ou pas, vers, la mission de s'élever. Hmm. Ok. J'étais en train de me mettre à la place de la personne qui écouterait cette interview et je me disais, mais en fait, ce que tu partages là, ça pourrait très vite être considéré comme simpliste. En Ouais, mode, puis tu vois, c'est des phrases qu'on peut entendre beaucoup, sois authentique, je sais pas quel autre genre de phrase, mais voilà, fais-toi confiance, sois toi-même, ou ce genre de truc-là. Et je pense que le message pourrait être entendu en mode, ah bah super, donc en fait, pour aller bien dans sa vie, pour être heureux, pour avoir de l'énergie, pour machin, donc faut être authentique. Ok, merci Théo, mais en gros, concrètement, enfin, est-ce que qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit ça? Voilà. ouais, concrètement, quand on veut du concret, quand on veut être authentique, au sens concret, moi, souvent, tu vois, il y a un truc, que je vois beaucoup, c'est les gens veulent combattre, la problématique qu'ils ont, la souffrance qu'ils ont dans leur vie. Mm. Et moi, en fait, ça, je l'adore parce que je le vois vraiment comme quelque chose qui clignote sur ton tableau de bord. Et donc, c'est top parce que du coup, tu fonctionnes bien, tu vois? Tu as pas un dysfonctionnement, mais tu as un parfait fonctionnement. Mm. Donc, tu es parfaitement parfait. Et pour le coup, c'est OK, donc il y a quelque chose dont tu souffres, super. C'est grâce à ça, spécifiquement, que tu vas pouvoir, devenir davantage qui tu es. Donc du coup, c'est prends vraiment, note de ton côté et mets de la conscience sur c'est quoi le truc dont tu souffres le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est, je sais pas, une addiction? Est-ce que c'est un comportement? Est-ce que c'est, quelque chose, quelqu'un dans ton environnement? Voilà, est-ce que c'est un concept? Voilà, vraiment identifie ce dont tu souffres, ton mal-être. Et ensuite, c'est d'aller voir spécifiquement qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton mal-être. OK? Donc moi, ce que je fais, c'est je viens voir spécifiquement, on vient petit à petit, tu vois, il y a comme une espèce d'entonnoir, je viens rendre le truc beaucoup plus spécifique et ensuite, ça, on va faire vraiment un travail, je prends vraiment la métaphore qu'on est vraiment au fond de nous, il y a en soi, on est des êtres d'amour, en fait et je pense que avec le temps, avec vraiment toutes les recherches que j'ai fait, la plupart de toutes nos problématiques aujourd'hui, c'est juste dû à des manques d'amour, en fait, qu'on a pu avoir de notre passé. Donc du coup, je viens vraiment identifier la problématique précisément, enfin la «problématique» entre guillemets, je ne sais pas si vraiment c'est une problématique en soi, et je viens vraiment, le but c'est que la personne elle puisse l'aimer et l'accepter telle qu'elle est et en l'aimant et l'acceptant, bah, au final, voilà, on vient réparer, le problème à la source. Ok. Moi, il y a deux choses qui me font tilt dans ce que tu dis. La première, c'est euh, faire voir à la personne que c'est pas un dysfonctionnement. Ouais, Et puis moi, évidemment, j'ai ça aussi chez les gens qui viennent me voir, c'est que les gens arrivent avec leurs problèmes. Pour eux, ce problème est un dysfonctionnement. Il y a un truc qui cloche avec eux-mêmes, en fait. Et il faut, en anglais, c'est to fix, mais c'est de réparer le problème ou réparer le dysfonctionnement, quoi. Donc, c'est mmh, un paradigme totalement différent entre bah, je veux résoudre ce problème ou alors je veux comprendre et aller chercher la cause profonde de ce problème. Et à tel point que des fois, même les gens arrivent avec leur étiquette, quoi. Tu vois, bah non, mais moi, mon dysfonctionnement, c'est que je suis dépressif ou je suis bipolaire ou je suis TDAH ou je suis, etc., etc.
Euh, Est-ce que tu es confronté toi aussi parfois à cette vision-là d'un client ou d'une personne qui pourrait venir te voir avec l'idée que son problème est un dysfonctionnement et qu'il y a un dysfonctionnement chez lui? Ouais, mais c'est parfait. Parce que enfin, c'est OK en fait. Tu vois, la personne croit qu'elle a un dysfonctionnement, bah OK, on prend ça. Bon, je lui explique que pour moi, c'est pas du tout un dysfonctionnement, hein. C'est comme en soi, souvent, tu vois, dans notre culture, on se dit que voilà, on a de la fièvre, on a un problème, mais c'est plutôt pas mal. Si tu as de la fièvre, c'est que ton corps fonctionne bien, pour le coup, tu vois. Je te coupe, mais c'est énorme parce que c'est ce matin, je suis retourné voir euh, le mécanisme de la fièvre en fait et qu'est-ce que Ouais, faisait ton corps réellement quand tu avais de la fièvre. ouais, Et c'est énorme que tu parles de ça, mais que justement à l'occidental, enfin nous notre réflexe, j'ai de la fièvre, bah, je vais aller à la pharmacie chercher un médicament qui va faire baisser ma fièvre. Donc, c'est-à-dire traiter le symptôme, alors que la fièvre, c'est justement un moyen que trouve ton corps pour combattre l'élément parasite en toi, hein. totalement. Donc, petite Totalement. parenthèse, vas-y, je te laisse continuer. C'est bien, on est bien connectés. Non, mais pour le coup, c'est exactement ça. Et on peut prendre cette métaphore-là. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Et donc, ça, le fait de l'expliquer, tu vois, à la personne, déjà, ce que je remarque, c'est que les personnes, elles sont là en mode, ah, ok, ok, donc en fait, j'ai pas de problème, quoi. Tu vois, donc, je lâche la résistance au fait que j'ai un problème. Et penser qu'on a un Mhm. problème, c'est faire exister le problème, quoi. Donc, enfin. C'est OK, enfin, c'est OK. Genre, tu as une certaine émotion, tu as un certain truc, tu vois ça comme étant problématique, mais c'est pas une problématique en soi. La seule Mhm. problématique, c'est de penser que c'est une problématique. Et bon, là, on commence à trop philosopher. Pour rester concret, Ah, moi, je hem, trouve ça concret quand même, hein. Mais une question que j'aime bien, c'est est-ce que ton problème, c'est pas de croire que c'est un problème? C'est ouais, exactement ce que non, tu mais viens de dire. c'est totalement le genre de phrase que je redis à ceux que j'accompagne aussi, hein. C'est ouais, totalement. Et non, mais oui, pour rester vraiment dans le concret, bah, quelqu'un qui vient avec une étiquette, par exemple, je sais pas, je suis boulimique, tu vois? Je suis boulimique. L'une des premières choses que je lui dis, c'est: «OK, et c'est quoi le problème? C'est quoi le problème?» «Ah Mhm. bah, le problème», donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'étiquette, hein, c'est quoi le problème derrière le problème, OK? Donc il y a justement la feuille de l'arbre, OK? Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les racines de l'arbre. Donc du coup, par un processus de questionnement, OK, que j'ai créé, je vais venir justement descendre petit à petit, descendre, 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 jusqu'à temps de voir vraiment c'est quoi le problème sous-jacent, quoi, la partie invisible de l'iceberg. Donc moi, le genre de questionnement que je pose, c'est, j'invite vraiment la personne à se connecter à c'est quoi le problème? C'est quoi l'émotion que tu ressens qui est insupportable chez toi? Et cette émotion que tu ressens chez toi qui est insupportable, il y a ce problème-là, à quel moment de ta vie tu l'as vécu auparavant? Auprès de qui est-ce que tu l'as vécu, tu vois? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce qu'au fond de toi, tu en as voulu à ton père, à ta mère, tu vois? Et du coup, au final, on se rapproche de: «Ah bah tiens, en fait, j'ai perçu mon père violent, je lui en veux d'avoir été violent, j'ai ressenti de la colère vis-à-vis de lui. Aujourd'hui, je suis boulimique, je perçois que je suis violent vis-à-vis de moi-même et je ressens de la colère vis-à-vis de moi-même. Ah! 2 traits de caractère communs, 2 émotions communes». Et là, boum, et là, du coup, on passe de symptômes, cause profonde, on identifie la cause profonde. Donc déjà, on met de la conscience, parce que pour moi, l'une des principales causes de la souffrance, pour moi, la souffrance, c'est juste une sensation, OK, à laquelle on n'accorde pas de sens et de la résistance. Dès lors qu'on y met du sens et de la résistance à cette sensation, déjà, le taux de souffrance chez la personne, et moi, ce que je peux voir, c'est les personnes qui trouvent la cause profonde, mais après 10 ans, 20 ans de recherche, où ils prennent des médicaments, ils vont voir des spécialistes en tout genre, et dès qu'ils trouvent la réelle cause profonde, déjà, c'est pas juste moi qui leur dis ça, c'est eux qui le trouvent, qui le découvrent, et ça, la cause à effet connecte. Et chez eux, c'est OK, c'est ça, et je le sais. Et donc, du coup, la recherche, parce que ces personnes sont tout le temps en recherche, en final. Je recherche, c'est quoi mon problème? C'est quoi comment m'en libérer? Je sais comment m'en libérer. Tu vois, il y a les épaules qui se baissent. Il y a souvent, c'est des pleurs, mais des pleurs de soulagement, tu vois. Et c'est OK. Et du coup, je vois clair. Et je vois clair ce qu'est mon problème. Et je vois clair comment m'en libérer, quoi. Tu as parlé ensuite de manque d'amour. Tu disais, je pense que, je ne sais pas si je reprends exactement tes termes, mais je pense que
Une majeure partie de la souffrance vient d'un manque d'amour de soi, je crois que tu as dit. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ça? Ouais, j'ai exactement dit les manques d'amour perçus. Pour moi, la notion de perçu, de perception, elle est très importante, parce que souvent, il y a de l'amour partout. Ça, c'était, une citation d'Albert Einstein qui disait: «En soi, tout est amour, le reste n'est qu'illusion». Et je suis totalement d'accord avec lui et je pense que dans le fond, il y a que de l'amour. Souvent, des fois, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas et c'est normal, c'est OK. Et du coup, sauf que cette, réalité qui est notre perception, qu'on voit sur le court terme, on se la fixe, on la fige dans le temps et on croit qu'elle existe toujours sur du long terme. Et en fait, ça nous crée des plafonds de verre et forcément, à long terme, on va avoir besoin de les exploser pour continuer d'évoluer, croître, grandir, qui est notre, but, j'ai l'impression, sur terre. Hmm. Et du coup, qu'est-ce que tu appelles l'amour? Pour moi, l'amour, c'est alors je parle pas de l'amour, love C'est pour love, ça que je te pose la question, c'est parce que ça pourrait très vite être pareil, enfin, perçu c'est ça. voilà. Je parle pas de l'amour à l'américaine, genre je la vois à coup de foudre, tout ça quoi et compagnie. Je parle d'un amour plus profond. D'ailleurs, c'est vrai que c'est dommage, ça c'est une réflexion que là je viens d'avoir. Je trouve qu'on devrait même donner un autre mot à ça. Parce que je trouve qu'en français, on a, tu vois, autant dans le latin, il y a plusieurs, types d'amour. On a l'amour agapé, on a l'amour, éros, tu vois, qui vient du mot érotique et cetera. Enfin, il y a plusieurs types d'amour et en français, on n'a qu'un seul mot, on va dire: «J'aime le Nutella», «J'aime, mon chien», J'aime «J'aime ma mon chat». femme. Tu vois? Et et là, je suis en train de me dire qu'il y a un truc il y a un Il y a truc un qui truc qui va pas dans la langue française. Ça mérite d'être complexifié. donc moi, je vais faire un truc, je pense que je vais appeler, Dictionnaire Larousse et on va sortir des nouveaux mots. Non, mais sérieusement, enfin, je parle pas du bon, on comprend, je parle pas d'un amour, conditionnel, OK? Je parle pas d'un amour où, je t'aime à la condition que, Hmm. heu, tu sois ci, que tu fasses ça ou que tu ne fasses pas Que ci, que tu tu ne arrêtes de manger du Nutella. c'est ça. Ou j'aime le Nutella à condition que, il y ait toujours ce goût. Là, on va parler d'un amour inconditionnel, un amour inconditionnel, presque très, très pur, quoi. Enfin, presque pur, divin. Hmm. Hem et pour moi, cet amour, j'ai pas vr en fait, c'est marrant, mais j'ai pas vraiment de définition. C'est un état interne, tu vois? J'ai pas vraiment de définition, c'est un état interne que tu as vis-à-vis de quand tu poses le regard, vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, tu vois? C'est vraiment l'état interne que tu ressens et enfin, moi, il y a quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. C'est une philosophe, Simone Weil, qui a dit quelque chose, comme, elle a dit une phrase qui me parle beaucoup, c'est «Amo vulu utis». OK? C'est du latin. Donc «Amo vulu utis», ça veut dire: «Je t'aime, je veux que tu sois». Donc «je veux que tu sois», conjugaison du verbe être, tu vois? Je veux que tu sois, je veux que tu existes, je veux que tu sois toi-même. Donc je veux pas te cueillir, te conquérir, t'avoir pour moi, mais je veux juste que tu existes, que tu sois toi-même et que tu deviennes toi-même, qui tu es Hmm. réellement. Donc pour moi, ça, en soi, c'est une belle preuve d'amour, c'est quelque chose qui rejoint bien l'amour, cette citation. Hem, une autre chose que j'aime bien voir l'amour comme quelque chose de complet et donc il y a une autre citation d'Albert Einstein qui me parle beaucoup sur l'amour, c'est: «L'amour, c'est la synthèse et la synchronicité des opposés complémentaires». Donc l'amour, c'est pas que, je veux Je dire, la t'aime lumière. parce que tu es beau, Ouais, sympa et c'est ça. pertinent. Ouais. C'est ça, l'amour, c'est pas tu peux pas dire: «Je t'aime parce que, tu beau». C'est: «Je t'aime parce que, tu beau et tu moche à la fois», tu vois? C'est pas: «Je t'aime parce que t'es gentil». Non, je t'aime parce que t'es gentil, mais t'es aussi l'inverse. Je t'aime parce que t'es les 2 en fait. Et pour moi, Ouais. ça, c'est une belle preuve d'amour. Quand t'aimes l'ombre et la lumière d'une personne, tu l'aimes réellement. Ok. Tu as évoqué le passé tout à l'heure. Tout à l'heure, tu disais, ben voilà, parfois, pour retrouver la cause profonde, on revient et on voit qu'est-ce qui, dans le passé, a pu commencer à générer voilà, la problématique dans le présent, quoi. Pour moi, tu as deux modèles qui s'affrontent un peu dans l'accompagnement sur ça. Ouais. Tu as l'ancien modèle qui est tes blocages du présent sont dus à des événements du passé. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas confiance en toi, c'est parce que tu as été traumatisé à 4 ans et demi. Si Ouais. aujourd'hui, tu es bloqué avec l'argent, c'est parce que ton père te disait que quand tu avais 8 ans.
Et plein de types d'accompagnement de l'ancien modèle où c'est, si tu es bloqué, on va aller chercher pourquoi dans le passé, tu es bloqué aujourd'hui. Et Mm. ça, tu me diras toi ce que tu en penses, mais que ça donne peu de résultats, parce que même si tu comprends ton passé et que tu vas remuer tout ton passé, c'est pas tu peux pas te débloquer dans le passé, en fait. Tu peux que te débloquer dans le présent. Et il y a l'extrême inverse, en mode, mais non, mais maintenant, c'est le coaching, c'est que le futur, c'est que se fixer des objectifs, on oublie le passé et c'est que avancer qui est l'opposé extrême et qui, pareil, donne des résultats, mais des résultats qui sont limités. Quelle place, toi, tu donnes au passé dans un accompagnement? Et c'est quoi pour toi les bénéfices et ou inconvénients d'aller chercher au niveau du passé? Mm. Ouais, c'est une super question que tu poses là. Et en fait, tu vois, je suis pas contre le fait d'aller chercher dans le passé. Ça m'arrive des fois d'explorer le passé, le vécu de la personne, et c'est OK. Mais pour moi, il y a vraiment une différence à faire. OK? La différence, c'est faut prendre conscience que dès lors qu'on va accuser quelque chose du passé, on est pris dans ce qu'un chercheur qui s'appelle euh, euh, Monsieur Karpman a nommé ça comme le triangle dramatique, qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Quand on est pris dans ce triangle dramatique de Karpman, on est victime ou on est bourreau ou on est persécuteur. Enfin, on joue l'un des trois personnages et on est dans cette, dans ce triangle, quoi. Donc pour moi, c'est important à chaque fois que quelqu'un va chercher quelque chose de son passé et l'identifier et se dire, c'est ça le problème, c'est parce que, par exemple, quand j'étais dans le ventre de ma mère a été stressée, angoissée, du coup, moi, ça a fait que je suis né comme ça. Et donc, le problème, c'est Hmm. pas moi, le problème, c'est ma mère, ou avant ma naissance. Ok. Ou le problème, c'est que dans une vie Souvent, c'est antérieure, la mère. Souvent, voilà, c'est la mère le problème. et j'ai déjà eu aussi des personnes qui me disent, ouais, dans une vie antérieure où j'avais un ancêtre maya, et ok, peut-être, je sais même pas si tu as raison ou tort, mais je sais juste un truc, c'est que dans cette dynamique-là, t'as pas ton pouvoir. Hmm. Parce que tu te Hmm. positionnes en tant que victime et que tu dis que ton bourreau, ton persécuteur, entre guillemets, c'est un ancêtre maya. Et du coup, tu attends un sauveur qui peut être un coach, un thérapeute, qui lui va jouer ce rôle-là parce que simplement ça colle aussi avec son personnage qui a développé avec le temps. Et donc, tous, vous nourrissez tous vos personnages et c'est OK, mais vous avancez pas en fait. Hmm. Donc, c'est comment tu te sers du passé. Est-ce que tu t'en sers pour justifier ton présent et éviter de prendre ta responsabilité du présent et te cacher derrière ton passé? Ou est-ce que le passé, ça reste une info, c'est quelque chose qui peut avoir une influence sur ta situation d'aujourd'hui? Ça peut être bien d'aller voir, mais c'est différent de chercher une excuse, quoi, c'est ça? Ouais, totalement. En fait, pour moi, c'est vraiment j'aide la personne à comprendre que, OK, dans le passé, à l'origine de ta problématique, parce que si on prend j'ai une patiente, par exemple, une fois, une cliente qui me dit, «Oui, mais dans le passé, je suis tombée sur un pervers narcissique et du coup, c'est à cause de lui» et cetera. Je lui dis: «OK, mais est-ce que tu peux voir que tu es présente dans justement l'équation de la problématique? Tu es présente, tu es un élément. Oui, oui. OK. Donc à l'origine de la problématique, tu es là, tu existes. Oui. Et donc lui, il existe aussi. Donc vous avez co-créé cette situation à 2. Ouais, exactement. D'accord. Donc dès que la personne, elle prend conscience que sa problématique, c'est pas une personne extérieure à elle, mais qu'elle a co-créé avec cette personne, entre guillemets, qu'elle juge comme étant toxique, pervers narcissique, on peut lui coller l'étiquette qu'on veut, et qu'elle a co-créé sa situation problématique, à ce moment-là, elle peut comprendre qu'elle peut elle-même co-créer la solution, enfin son bonheur, son épanouissement personnel. Hmm. C'est vraiment, on prend conscience, enfin, des fois je le dis plus crûment, pour ceux que j'ai pu accompagner, ils pourront confirmer, mais prendre conscience que tu es à l'origine de la merde de ta vie, tu pourras prendre conscience que tu seras à l'origine du bonheur et l'épanouissement de ta vie, quoi. Hmm. Ouais, c'est oser l'inconfort de voir que Bien sûr. parce que c'est confortable d'être dans la victime et en mode bah non, c'est lui ou c'est elle ou c'est la vie ou c'est le passé qui fait que c'est très confortable Et et tu au vois, bout d'un moment c'est ce qui empêche qui empêche d'évoluer quoi. ouais, et ça fait qu'on stagne, exactement. Et tu vois, le truc, c'est que si on place tout le crédit de notre malheur en les mains d'une autre personne, forcément, on va attendre que ça soit cette personne-là qui vienne nous donner notre bonheur, entre guillemets, ou que ça soit une personne
extérieures, quoi, qui viennent, elles, la punir pour nous donner notre bonheur. En fait, on place notre bonheur, notre joie, notre épanouissement personnel dans les mains d'autres personnes, tu vois. Hmm. Et c'est du coup ce que j'appelle ne pas avoir son pouvoir. Et reprendre son pouvoir, c'est prendre conscience qu'on est à l'origine de tout. On a co-créé chaque action, situation de notre vie et qu'on peut co-créer nous-mêmes aussi notre bonheur, etc. Qu'est-ce que tu penses et est-ce que tu as déjà été confronté à l'extrême inverse de ça, de je ne prends pas ma responsabilité et je blâme l'extérieur, l'extrême inverse qui pourrait être je suis en surresponsabilité, c'est-à-dire que voilà, je sais pas, j'ai lu ça dans un livre où j'ai entendu ce concept-là de je suis 100% responsable et en fait, je prends ma responsabilité et je prends même plus que ma responsabilité, je prends peut-être même celle des autres, etc. Hmm. Je t'avoue que ça, j'ai pas été beaucoup confronté à des personnes comme ça. Ah si, quand même, quelques-unes là maintenant que je pose mon attention là-dessus. J'ai eu quelques clientes comme ça, exactement. Et de ce que j'ai pu remarquer, c'est les clientes qui ont eu ce truc-là de je prends vraiment la responsabilité de tous, etc., etc. C'est les personnes qui ont peur de pas être, de elles jouent le personnage de «je suis gentil», concrètement. Tu vois? Pour parler, direct, elles Hmm. jouent le personnage de «je suis gentil» et elles ont peur de causer du désagrément aux autres. Donc du coup, elles prennent le crédit du malheur des autres et exactement, elles vivent des excitations, des dépressions, hein. Excitation si je perçois que les autres sont satisfaits et dépression si je perçois que les autres sont insatisfaits. Elles vont osciller comme ça émotionnellement, à cause de ce personnage qui est addict à être la personne gentille et Hmm. qui est en répulsion de la personne méchante, malveillante. Hmm. Ok. Je sais pas pourquoi, mais spontanément, j'ai cette question qui me vient, elle n'était pas du tout prévue. Qu'est-ce que tu penses du fait que tu viens de parler d'addiction, je crois? Enfin, Mmh. non, oui, c'est ça, tu as dit d'addiction. Enfin, addiction, pas dans le sens comportement compulsif, mais être addict à être gentil, par exemple. Euh, qu'est-ce que tu penses de l'idée qu'on attire inévitablement toutes les choses qu'on repousse? Mmh. Ouais. Bah, pour moi, c'est ce que j'appelle la matrice du monde. C'est trop fou en fait. La vie, elle est tellement bien faite. Et c'est pour ça que je pense que l'un de notre besoin propre et l'un des buts au final de chaque être humain, c'est d'évoluer, croître, grandir. Et quand on reprend même la racine, l'étymologie de être humain, être, ça vient de esse, enai, qui veut dire grandir, croître, pousser. Et humain, c'est l'humus, c'est la terre. Donc l'être de la terre qui grandit. Je trouve ça très très beau. Et c'est marrant, mais tout ce qu'on n'a pas appris à aimer et à accepter de notre passé, au final, on va l'attirer, le créer et le devenir de manière à ce qu'on puisse justement, pour moi, l'aimer, l'accepter, évoluer et continuer de grandir, croître, etc., etc. Donc, tout ce qu'on va pas, tout ce qu'on va être en répulsion, en réaction, tout ce qu'on va réprimer, au final, bah, on va l'attirer à nous. Ok, vraiment dans cet ordre-là, on va l'attirer, c'est-à-dire je vais mettre de l'importance sur, j'aime pas, par exemple, si je prends un trait de caractère, pour que ce soit peut-être parlant à tous ceux qui nous écoutent, si on prend, qu'est-ce qu'on a comme trait de caractère? On peut prendre le méchant ou le violent. Ouais, si j'aime pas Allez. le violent, bah, justement, je vais porter mon attention sur, la violence, en fait, tu vois, dans le monde. Je vais porter mon attention sur la violence et tu vois, il y a ce truc aussi de le cerveau qui ne comprend pas et qui connaît pas la négation donc aussi, voilà, si je me force à ne pas être violent, bah, je vais aussi exprimer par compulsion la violence en moi, sans même m'en rendre compte et je vais la chercher aussi chez les autres donc je vais comme l'attirer cette violence. Si la violence en moi, je ne l'aime pas, il y a comme je vois un petit peu, genre comme si on avait une pièce du puzzle qui nous manquait, parce qu'on est un tout. On n'est pas que gentil, on est aussi
violent, on n'est pas que Non, pas bienveillant. moi. Puis, Moi, je suis que... Moi, j'ai pas de violence en moi du tout. ouais, mais nous c'est différent, nous, coach. Nous, Alors, on est coach, donc on est c'est ça. au-dessus. On est d'accord. C'est ça. Attends, je précise quand même au cas où, hein, aux gens qui regardent la vidéo, on est au 8e degré. Parce que je pense qu'il y en a qui pourraient prendre ça au sérieux. Ouais, totalement. Non, mais donc voilà, donc on n'est pas que justement la partie qu'on aime bien, on est aussi la partie qu'on n'aime pas. Enfin, on est tout, quoi. Tout ce qu'on n'aime pas à l'extérieur, c'est des parts de nous qu'on n'aime pas à l'intérieur. Hmm. Et souvent, le monde extérieur nous enseigne plus qui l'on est, euh, qui l'on est à l'intérieur. Et j'aime vraiment voir cette métaphore-là. Tout ce que je n'aime pas à l'extérieur, je ne l'aime pas chez moi, je ne le reconnais pas, et c'est ce que j'ai le plus besoin d'intégrer pour évoluer et grandir. Ok. Et alors, imagine que voilà, je suis derrière l'écran où j'écoute l'interview et je me dis, bon, elle est sympa l'idée de Théo. Euh, J'attire tout ce que je n'aime pas en moi ou tout ce que j'ai envie de repousser dans ma vie. Mais je veux bien accepter ce truc-là, mais ça me paraît un peu perché, tu vois, ce truc de j'attire. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus, ça veut dire quoi j'attire et en quoi c'est pas un truc mystique ou magique, quoi. Ouais, c'est une très très bonne question. Euh, Si je veux rendre ça d'un point de vue concret, j'ai juste envie de dire, bah, observez vos vies, observez vos vies et regardez, observez. Mais sinon, d'un point de vue, on va dire, on peut appeler ça plus cartésien. Ce que je remarque, c'est que tout ce que tu n'aimes pas dans le monde, ok, tout ce qu'on n'aime pas, on peut lister toutes les choses qu'on n'aime pas, la violence, la guerre, etc., l'égoïsme, la méchanceté, etc. C'est exactement des traits de caractère qu'on n'a pas aimés chez des personnes de notre entourage proche, étant enfant, étant plus jeune. Et précisément, toutes les personnes qu'on n'aime pas aujourd'hui, dans notre cercle d'amis, au travail, patron, etc., tu vas l'associer à un trait de caractère comme ça. Au fond, quand tu dis j'aime pas mon patron, c'est faux. T'aimes pas qui tu vois qu'il est, qui tu perçois qu'il est. Et tu le perçois d'une certaine façon. Ok, tu le perçois comme étant peut-être un connard. Ok, mais c'est ton connard. C'est pas un connard. Quand il rentre chez lui, il a une autre étiquette. C'est peut-être un papa. Ok, donc c'est ton connard pour toi. Tu peux être un papa et un connard, hein. Voilà. T'as les Voilà. deux, on a les deux en nous. C'est ça. Bon, après, voilà, il y a des choses plus complexes qu'on a plusieurs étiquettes. Mais enfin bon, mais tout ça pour dire que tout ce que je n'aime pas, on peut lister hein, vraiment sur papier, tout ce que j'aime pas dans le monde. Ok, tout ce que j'aime pas dans le monde, c'est ce que j'ai pas aimé et accepté, que je peux retrouver chez des personnes de mon passé. Par exemple, si aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, j'aime pas la violence, je suis prêt à parier que dans mon passé, entre guillemets, ou dans le passé de la personne qui n'aime pas la violence, elle a dû percevoir quelqu'un de sa famille étant violent. Ok, et aujourd'hui, dans le présent, elle perçoit quelqu'un, toujours, qui est violent et qui exprime de la violence. Ça peut être elle-même, ça peut être son addiction, parce que son addiction ou sa problématique actuelle, sa souffrance, on peut aussi voir ça comme une personne. Ça peut être le voisin, ça peut être X ou Y personne. Et donc, la peur que cette personne, alors là, c'est ultra puissant, parce que la peur que on a dans le présent, ok, la peur, c'est la visualisation, l'imagination qu'on a du futur, ok, c'est qu'on perçoit que le futur va nous apporter plus de mal que de bien. C'est qu'on perçoit que si le futur va nous apporter plus de mal que de bien, c'est qu'on va vivre une émotion qu'on n'a pas aimé et accepté du passé. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on a des peurs, on est soit dans le passé, ou soit dans le futur, mais on n'est pas dans le présent. Et pour revenir à ce qu'on disait, on prend la chose qu'on n'aime pas aujourd'hui dans le présent, ça nous ramène au passé, ça nous ramène justement à quelqu'un qu'on n'a pas aimé et accepté du passé. Et donc justement, c'est ce que j'appelle ce fameux manque d'amour perçu, qui au Ok. final guide nos vies, dirige nos vies. À chaque instant, on va voir tous les traits de caractère à l'extérieur qu'on n'aime pas. Hmm. Ok, moi si je peux rajouter un truc par rapport à cette notion d'attirer,
Euh, Parce que je sais qu'il y a souvent une grosse incompréhension, tu sais, un peu en mode la compréhension de la loi d'attraction, mais superficielle, en mode bah, tu vas attirer ce que tu penses et machin, et comme si c'était un truc un peu magique. Ah, bah, si tu penses à 1 million de dollars, eh ben, il y a 1 million de dollars qui va naturellement, comme un aimant, être attiré vers toi. Mm. Et pour moi, en fait, ce que tu attires, c'est pas vraiment quelque chose de l'extérieur, en fait, c'est que tu vas attirer une perception chronique de ce que tu n'as pas aimé en toi, en fait. C'est que ta perception de base va devenir une perception chronique et que ton regard va être à la base déformé et que forcément, dans le monde extérieur, dans la réalité extérieure, bah, tu vas être confronté à ce que tu veux absolument fuir. Donc, si tu reprends ton exemple de tout à l'heure de la violence, ce que tu vas attirer, c'est pas nécessairement plus de violence que les autres, mais en tout cas, toi, tu vas percevoir plus de violence dans le monde. Et en fait, dès que tu vas ouvrir ta porte le matin, 10 fois dans la journée, tu vas avoir violence, 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 violence. Et en fait, une autre personne qui aurait eu une perception différente, elle n'aurait pas vu ça. Elle aurait vu autre chose que de la violence à ce moment-là. Totalement, totalement. Et je trouve que tu l'as même encore mieux simplifié que moi et cette définition de perception chronique, je trouve que ça résume très, très bien ce qu'on dit. Yes, je vais reprendre un peu le fil de mes questions parce que là, on est en roue libre depuis 40 minutes, mais j'adore ça. Quelle question je voulais te poser? Oui, euh, je reviens sur la partie authentique. Donc, on a compris que bah voilà, quand tu arrêtes de vivre à partir de ta partie animale ou de ta partie du personnage du masque et que tu reviens à ta partie authentique, bah, il y a tout un tas de symptômes qui disparaissent naturellement. Maintenant, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas ou peu à partir de notre partie authentique? Ouais, pour moi, tout jeune, en fait, tu vois, on va vivre à partir de notre partie authentique. Tu vois? Et un enfant de 3 ans, il est authentique, un nouveau-né, il est authentique, il se pose pas de questions, «Est-ce que je suis?» enfin, il est tout court, du verbe être et il existe et il est qui il est. Avec le temps, on va avoir des choses qu'on va percevoir, enfin, l'un des rôles premiers du cerveau, l'un des fonctionnements premiers, tout ce qu'on peut attendre sur le cerveau. Pour moi, l'un des trucs les plus basiques, c'est, le cerveau, il est là pour, garantir la survie du corps. Donc c'est l'un des besoins fondamentaux, qu'il peut y avoir, l'un des besoins pour moi, c'est le besoin fondamental qu'il peut y avoir, pour le cerveau, et c'est sur ça qu'il est vraiment focalisé la plupart du temps. Être, gérer la survie et pour le coup, à des moments de nos vies, on va avoir des choses qui vont nuire, qui vont intervenir, enfin qui vont «nuire» hein, entre guillemets à notre survie. Par exemple, on va voir que, ah bah tiens, lui, ce qu'il a fait, ça génère chez moi une émotion que je juge comme étant négative. OK, ça a généré chez moi une certaine émotion. Donc du coup, je vais lui fixer une étiquette, je vais le catégoriser, je vais le polariser de manière à ce que je puisse le repérer au fil de ma vie pour, justement m'en éloigner. Donc ça garantit notre survie sur du court terme, OK? Mais sur du long terme, ça crée justement des plafonds de verre, qu'on va être amené à transcender. Ok. Donc voilà pourquoi au final on est dans notre partie authentique et on se crée un personnage. Le personnage, il est juste là pour, notre survie et voilà et sur du long terme, quand on arrive justement à notre plafond de verre, bah, on a justement ce fameux signal sur notre tableau de bord, OK? Cette fameuse partie animale, tu vois? L'animal en nous Hmm. qui vient nous renvoyer le fait qu'on n'est pas connecté à ce qu'on aspire à être connecté. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que, bah voilà, on pourra se dire, bah, ok, donc t'es enfant, t'es connecté à ta partie authentique, etc. Mmh. Pourquoi ça continue pas, quoi? Ça continue pas parce que tout simplement, on a perçu des choses comme étant pas bien, enfin comme étant mauvaises en fait, tu vois? On a perçu que, bah, tiens, lui il m'a tapé dans la cour de récré, c'est un méchant, voilà. Et du coup, ce que je vais pas aimer, c'est moi-même quand je suis méchant et du coup, je vais juger et condamner la partie méchante en moi. Donc du coup, je vais couper une part de mon Ok.
de ma partie authentique, en fait. Hmm. Une part de mon âme, parce que l'âme, en nous, on a toutes les actions, inactions, tous les traits de caractère possibles. On n'est pas juste méchant ou gentil, tu vois, on est tout. Mais si je vais pas aimer ça à l'extérieur, je vais pas l'aimer à l'intérieur. Donc, si je l'aime pas à l'intérieur, je vais m'en détacher, je vais le couper. Donc, c'est une partie de mon âme, de mon potentiel. Ok. J'aime bien la notion de potentiel, c'est la puissance du ciel, donc la puissance en moi que je vais restreindre, que je vais couper, que je vais étouffer. Et petit à petit, en enlevant toutes les pièces du puzzle, de notre authenticité, il reste une moitié de puzzle, il reste un petit peu rien. Donc, Hmm. petit à petit, on va retrouver des pièces de ce puzzle, on va les remettre et voilà, on se reconnecte à notre authenticité de plus en plus. Ok. Qu'est-ce qui, pour toi, empêche le plus un être humain de changer? Qu'est-ce qui empêche le plus un être humain de changer? C'est marrant cette question. Euh, je dirais qu'est-ce qui empêche le plus un être humain de changer? Il y a tellement de choses, donc choisis la meilleure pour moi. Ouais, tu vois, parce que je pense que, enfin, en tout cas, moi, dans ma vie, ça a été une grosse, grosse source de souffrance en mode, je sais pas, j'aime pas ma vie ou j'aime pas qui je suis. Donc, je veux changer. Je veux que ma vie soit plutôt comme ça ou je veux être plutôt comme ça. Et pour autant, j'y arrive pas, en fait. Malgré peut-être les efforts que je mets en place, les actions que je mets en place, en fait, il y a comme une espèce de force qui me fait toujours revenir à mon point de retour, quoi. À mon point de départ, pardon. Hmm. Pour moi, ce qui empêche le plus un être humain de changer, c'est, il y a plusieurs choses, mais l'un des trucs qui empêche beaucoup un être humain de changer, c'est vouloir et choisir et embrasser le confort court terme. Pour moi, c'est un des trucs qui empêche le plus un être humain de changer. Au fond, la plupart des personnes que j'ai accompagnées, au fond de la plupart des personnes que j'ai accompagnées, ce qu'elles auraient voulu, et quoi qu'elles disent, c'est juste une pilule qui leur enlève toutes leurs Hmm. problématiques. Oui, et puis je pense qu'on est tous Ouais, On est tous comme ça. Si là, on nous moi le proposait, premier. ah, tu veux, ah bah, moi le premier, Ouais, on me dit, tu veux changer comme ça, bah tiens, voilà une pilule, bah oui, ouais, ouais, donne-moi la pilule si ça marche. c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pilule, c'est ça. Enfin, il y a des pilules, mais c'est pas des pilules qui marchent sur le long terme, quoi. C'est ça. Ça n'existe pas des pilules du bonheur ou des pilules, je sais pas. Donc, enfin, ça existe que dans le marketing, mais ça n'existe pas dans la vraie vie, tu vois, ça n'existe pas dans notre monde. Donc, ce qui empêche le plus un être humain de changer, c'est son envie de changer rapidement parce qu'il croit qu'il a un problème aujourd'hui. Tu vois, c'est vraiment la croyance qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui empêche, pour moi, l'un des trucs qui vient peut-être même ex aequo à ce premier truc, c'est la comparaison. Tout ce qui est comparaison et attente. Tu peux en dire un peu plus sur comparaison et attente? En fait, pour moi, ce qui cause la souffrance, tu vois, ça va être, enfin, l'une des causes de la souffrance, ça va être aussi toutes les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de l'extérieur, tu vois. Si j'attends quelque chose de lui, ça veut dire que je l'aime à condition qu'il fasse quelque chose. Donc je passe de l'amour conditionnel, tu vois? Et je suis pas dans l'amour inconditionnel, je suis pas authentique. Je l'aime et c'est mon personnage qui l'aime. C'est pas mon authenticité qui l'aime. Parce que mon version authentique, elle aime d'un amour inconditionnel, tu vois? Là, je passe de l'amour conditionnel et donc dès lors que j'ai une attente vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis même de la vie ou vis-à-vis de moi-même, bah, du coup, je vais souffrir et toutes ces attentes vont créer aussi, heu, enfin, tu peux pas avoir l'attente tu vois, tu peux pas avoir l'attente d'être heureux, en fait, tu vois? Tu peux pas avoir l'attente d'être heureux, si, parce que tu sépares les choses, tu vois? Il y a cette fameuse polarité et quand on reprend la définition de l'amour d'Albert Einstein qui, pour moi, est une définition de l'amour qui est facilement compréhensible d'un point de vue, scientifique. Quand on prend l'amour comme étant la synthèse et la synchronicité des opposés complémentaires, on comprend que dans la vie, on peut tout polariser, on peut tout diviser, tu vois? On va dire, il y a le bien, il y a le mal, il y a la lumière, il y a l'ombre et cetera, le jour, la nuit et justement, dès qu'on va avoir l'attente d'être, heu, que dans le bonheur, sans être dans le malheur, bah, du coup, on crée de la souffrance et on s'empêche de pouvoir soi-même être heureux et bizarrement. Alors quand je vais apprendre à aimer et accepter le fait d'être, heu, heureux et le fait d'être malheureux, bah, au final, je vais pouvoir être heureux même quand je suis malheureux, tu vois? Bizarrement. Ça va challenger beaucoup ceux qui écoutent hein, quand tu dis
quand j'accepte d'être malheureux parce que c'est tellement ancré dans notre société et nos sociétés que le bonheur c'est bien, le malheur c'est mal, et que les émotions positives c'est cool et que les émotions négatives elles sont à mettre à la poubelle. La tristesse c'est mal, la colère c'est mal, la peur c'est mal, et que le but de la vie, inconsciemment bien sûr c'est pas dit, mais c'est de supprimer tout ça. Je pense que ceux qui vont écouter ça et qui oseront avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à ça et se dire tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là quand il a dit être heureux même quand on est malheureux, ça peut être cool que les gens ouvrent cette porte-là. Ok, Et c'est paradoxal. ouais, c'est ça. Quelle question je te pose ensuite? Ouais, c'est quoi pour toi le plus gros mensonge, le plus gros bullshit quand il s'agit de se créer une vie inspirante et, ouais, Le plus gros mensonge, si j'ai bien compris ta question, c'est ouais. quoi le plus gros Le mensonge plus gros mensonge, le plus gros bullshit qui est véhiculé, la plus grosse fausse croyance pour toi quand il s'agit d'être épanoui dans sa vie. Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'on est tout le temps heureux. Tu vois, je pense que quand on est inspiré, c'est OK des fois d'avoir des coups de tiens, on est tout le temps en mode up, tu vois? On n'a pas de down, tu vois? On est tout le temps en mode, on a toujours une énergie au max, du max, du max, on a toujours une santé au max, du max, du max, on a toujours, pour moi d'être que dans le plus sans être dans le moins, c'est un des plus gros mensonges, tu vois? C'est un des plus gros, bullshit. Hmm. Ok, on se rejoint pas mal là-dessus, ouais. Ouais. La croyance que tu peux, le fantasme que tu peux toujours être au top et vivre que du positif, quoi. Ouais, c'est ça, c'est tu peux être, que au top, enfin non, non. Hmm. Ok. Tu viens du sport du haut niveau, de la boxe, hein, c'est ça, hein? C'est boxe quoi déjà? Boxe thaï? Ouais, alors moi j'ai fait un petit peu de tout, donc en fait, c'est vraiment, les arts martiaux d'un point de vue d'un point de vue général. J'ai commencé, du coup à, je crois 11 ans par la boxe thaï, puis après j'ai fait un petit peu, du K1, donc c'est une variante, hein, de la boxe thaï. Et petit à petit, là dernièrement je me suis rapproché, du, mixed martial art, donc, le MMA. Et voilà, j'ai un petit peu pratiqué, tout sport, «pied-point» entre guillemets, quoi. Ok. Il y a que, on va dire, le judo que j'ai pas vraiment fait ou certains trucs comme ça, quoi. Mais sinon, Hmm. même, combat au corps, ce genre de choses, j'ai pratiqué ça, heu, j'ai pratiqué ça, ouais. Ok. C'est quoi les 3 plus grosses leçons que tu retires de ta pratique des arts martiaux? Les 3 plus grosses leçons que j'ai retenues de ma pratique des arts martiaux, je dirais, c'est la stratégie qui fonctionne pour lui n'est pas la même qui peut fonctionner pour toi. Et ça, moi, je viens d'une salle, par exemple, où, mon entraîneur, il était 5 fois champion du monde, il y avait, plusieurs champions mondiaux dans ma salle et cetera. Et je venais souvent, on enfin, je me disais: «Il faut qu'on ait les mêmes entraînements, il faut que j'ai les mêmes entraînements». Hmm. Ça m'a Hmm. mené à haut niveau et pour aller à encore plus haut niveau, j'ai dû comprendre qu'en fait, j'étais pas comme eux et que, Hmm. lui, c'est un poids lourd et que moi, je suis un poids moyen et donc du coup, je devais, peut-être pas, faire tout ce qu'il faisait et ce qui marchait pour lui, marchait pas pour moi et c'était OK aussi et des fois, je m'en voulais ou je me comparais et je me disais, «Tiens, bah, il faut que j'aille tous les soirs, de la semaine, il faut que j'aille aussi tous les matins». Et des fois, en fait, je sentais, quand je m'écoutais, quand j'étais aligné, que c'était pas le moment et que je devais peut-être plus me reposer. Hmm. Et du coup, par comparaison et parce que je me disais que c'était comme ça, que c'était la norme, bah, du coup, je me fiais à la norme et je m'écoutais pas. Donc l'un des plus grands apprentissages que j'ai, c'est, chacun a sa norme et ce qui a marché pour lui, va pas marcher pour moi. J'ai enregistré un épisode de mon podcast, je crois que c'était samedi, et le titre c'est tout cadre provenant d'une injonction extérieure va nécessairement limiter ta puissance intérieure. Donc tu vois cette idée que forcément quand tu vas, puis c'est le piège, tu vois, quand tu vas dans le monde du dev perso et que tu commences à lire Mmh. des livres, écouter des vidéos et où tu prends des stratégies individuelles qui ont super bien marché Ouais. pour tel sportif, tel entrepreneur, tel chanteur, tel truc.
et que tu les ériges en vérité universelle, en mode forcément, si ça a marché pour lui, Hmm. ça marche pour moi, et tu te retrouves avec des gens qui font le miracle morning et qui finissent déprimés au bout de 2 mois et complètement en train de culpabiliser en mode mais je suis vraiment nul, j'ai pas de volonté, je suis un feignant. Alors qu'en fait, ils ont juste essayé de coller un truc qui marchait pour quelqu'un d'autre et qui va pas forcément marcher pour eux, quoi. C'est ça, c'est ça. Déjà, je me mets, en plus, ça tombe bien parce que du coup, on est passé du coup le 1er janvier, c'est une nouvelle année, là, on est en 2023. Et du coup, tu as tous ceux aussi qui se fixent des résolutions de ah bah tiens, je vais suivre tel programme pour perdre du poids ou telle chose. Ouais, mais du coup, tu n'as pas le même fonctionnement, tu n'as pas le même Mm. métabolisme, enfin, t'as pas le, c'est pas pareil que lui, tu vois. Donc, Mm. peut-être que ça va t'aider sur du court terme, et moi, ça m'a aidé en fait à m'amener à un certain niveau. Mais pour aller là où je voulais, à savoir du coup le numéro un dans ma discipline, dans ma catégorie de poids, j'avais besoin d'être aligné et de vraiment m'écouter Ouais. et de m'améliorer, mais selon ma norme à moi, quoi. Ouais, et puis le même truc qui t'a permis d'évoluer jusqu'à ce point-là, c'est ce même truc-là qui va te limiter si tu veux aller vraiment chercher ton plein potentiel, quoi. C'est ça Exactement. qui est paradoxal, c'est que l'outil que tu as utilisé et qui t'a mené là où tu es, il faut que tu le lâches pour te dire, ouais, il faut que j'aille plus loin, quoi. Ouais, ah ouais. Euh, Si je décidais, je suis Dieu et je décide de t'enlever toutes tes capacités, pas physiques, mais autres, Ouais. et que je te disais, voilà, tu peux en garder qu'une. Je t'enlève tout, mais t'en gardes une seule capacité pour vivre le reste de ta vie. Ce serait quoi? Ok. Ouais. Oui, tu peux prendre quelques secondes pour réfléchir. Putain, j'ai l'impression que la question, elle est d'une importance de ouf. Et en même temps, Ah, t'as la pression là, hein. Ouais, c'est ça. Là, il y a une petite pression qui se joue. Non, mais allez, franchement, parce que je pense que là, si je veux vraiment prendre une décision sans avoir de regret potentiel, je prendrai une feuille et je laisserai les pour et les contre de tout ce que je vais dire. Mais là, spontanément, l'un des premiers trucs qui m'est venu, c'est ma capacité à raisonner, quoi. Ok, ok. Euh, Ouais, je te pose ça en mode dernière question, puis après je te poserai des petites questions un peu plus brèves. Euh, c'est quoi pour toi l'intérêt de se faire accompagner, de se faire coacher? Pour moi, c'est magnifique. Et je rajouterais même une petite nuance à ce que tu as dit, c'est se faire coacher, accompagner par la bonne personne. Entre guillemets, et la bonne personne, elle n'a pas un concept, elle n'a pas une étiquette. Je me suis fait accompagner par des bonnes personnes à certains niveaux dans ma vie. Puis après, j'ai dû changer, etc., etc. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui t'a permis de passer du point A au point B ne va pas te permettre de passer du point B au point C. Peut-être Mm. pas. Ok. Donc, des fois, faut savoir changer. Et tout est évolution, tout est changement dans la vie. Donc c'est OK. Mais pour moi, se faire accompagner, etc., c'est beau parce que du coup, tu sais, déjà, tu sais que c'est toi qui peux évoluer, qui peut changer, mais tu as envie de le faire avec quelqu'un. Tu as envie t'as envie de confier à, de te confier à quelqu'un, tu as envie de. Et je trouve que cette personne, en fait, enfin, moi, ce que je trouve beau, enfin, moi-même, je me fais beaucoup accompagner, pour le coup, même si moi, j'accompagne des personnes. Bah, ce que j'aime bien, c'est que la personne aussi, elle t'aide à gagner du temps, tu vois. Le fait d'expliquer ce que je perçois, mes problématiques potentielles, etc., à quelqu'un, ça me permet d'avoir de la clarté, ça me permet d'échanger, de faire avancer mon raisonnement. Et ce qui est top, c'est que la personne, c'est un être humain, donc elle va souvent questionner, elle va poser des questions, tu vois. Mm. On dit souvent que la puissance de l'art du coaching réside vraiment dans le questionnement que le coach peut avoir. Et donc, ce qui est vraiment top, c'est du coup, voilà, la question qu'il va poser, que moi-même, je ne me suis pas posée, va me permettre de faire évoluer et enrichir mon développement. Donc, c'est ça que je trouve très, très beau dans le fait de se faire accompagner. C'est à quel point un autre être humain va venir contribuer à notre richesse intérieure. Ok. C'est quoi ta plus grosse... Là, on passe en mode question brève. Tu peux expliciter si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Tu peux juste Ouais. répondre aux questions.
ta plus grosse prise de conscience de 2022? Plus grosse prise de conscience 2022, ça a été, c'est vraiment personnel, hein, vraiment là pour moi, mais ça a été de comprendre que, hem, si j'utilise pas, c'est de prendre conscience que si j'utilise pas, le potentiel que j'ai en moi, je me sens énormément perdre en énergie et j'ai ce besoin-là d'apporter, de contribuer aux autres, hem et de mettre à contribution des autres. Voilà, mais c'est vraiment à titre perso, mais Mmh. ma plus grande prise de conscience, c'est vraiment de comprendre que ce que j'avais en moi, c'est pas une mission divine, hein, entre guillemets, je suis pas un truc je suis pas envoyé par les anges ou ce qu'on veut, mais c'est vraiment je me sens comme, ouais, je me sens comme, enfin, j'ai cette envie de le partager et si je le partage pas, je me sens comme perdre, en énergie, Mmh. en joie, tout ça. OK. Donc, 1, 2 ou 3 questions, hyper impactantes que tu aimes te poser ou poser aux autres? Question que j'aime poser aux autres, qu'est-ce qui de quoi tu souffres aujourd'hui? De quoi tu souffres aujourd'hui? Hem, Sous quelle forme ce que tu aimes pas à l'extérieur, tu l'as à l'intérieur? Et une question aussi que j'aime de plus en plus poser et me poser, c'est ce que je perçois avoir perdu, sous quelle forme est-ce qu'il est réapparu dans ma vie? OK. Donc ce que j'aime aussi beaucoup poser aux autres, c'est ce que tu perçois avoir perdu, sous quelle forme est-ce qu'il est réapparu ou est-ce qu'il est né Mmh. à nouveau dans ta vie? OK. Ton objectif numéro 1 pour 2023? Impacter, énormément de personnes, hem, donc de manière plus concrète parce que, on sait tous qu'impacter beaucoup de personnes, parce que je fais et aider un maximum d'êtres humains, c'est pas non plus un objectif, smart. J'aimerais beaucoup franchement, lancer, j'aimerais vraiment que, organiser d'un point de vue, ouais, d'un point de vue mensuel, des rendez-vous pour aider les personnes à se reconnecter, à être présents à un rendez-vous mensuel avec elles-mêmes pour travailler, sur elles-mêmes, avec leurs proches, avec, voilà, voilà, travailler pour se développer et avancer dans leur vie, transcender leurs problématiques, se découvrir davantage. Donc là, le projet vraiment, c'est de lancer ça. OK. L'objectif numéro 1, c'est de lancer ça, lancer dans le monde quelque chose qui s'est jamais fait auparavant, c'est un point de vue régulier, mensuel, un rendez-vous chaque mois pour aider les personnes à transcender leurs problématiques en se découvrant davantage et reconnecter à leur unicité. OK. Tu parles des séminaires là ou? Ouais. OK. Bon, parce qu'on s'en était brièvement parlé, on s'était dit pour ceux qui écoutent dans l'interview, est-ce que on parle du fait que on va collaborer ensemble, on va travailler ensemble, créer quelque chose ensemble? On s'était dit oui, non, oui, bon, on savait pas trop. Mais bon, en fait, je pense que c'est cool de dire que moi aussi j'ai le même objectif que toi. Tu vois, ouais, il est là mon objectif. Et en gros, c'est marrant parce que tu as dit impacter les personnes et moi, la fin de mon objectif, c'est impacter la vie de centaines de personnes. Voilà. Ouais, Et OK, bah, donc on a à peu près le même objectif 2023, ça s'amuse bien. c'est cool. Est-ce que j'ai une dernière question? Ouais, j'ai envie de te poser celle-là. 3 principes, en bref, 3 principes qui guident ta vie au quotidien. Hem, Discussion, heu, un principe, j'aime beaucoup parler, échanger, discuter, voilà. Discussion, je dirais. Hem Respect, la notion de respect pour moi c'est ouais, voilà, c'est essentiel et une troisième, une notion importante.
Heu, alors j'ai le côté, heu, loyauté, donc le fait d'être loyal. Pas tellement, loyauté, je dirais, vis-à-vis beaucoup de moi-même, vis-à-vis de qui je suis, vis-à-vis de, j'ai envie d'être loyal et de pas trahir, qui je suis réellement dans le sens, Ok. écouter ma partie authentique et écouter mon cœur malgré mes peurs. Tu vois? C'est-à-dire que souvent, si j'écoute mon cœur, je fais des choix, je prends des décisions qui sont inconfortables et souvent mes peurs, leur avantage, si j'écoute mes peurs, c'est que je prends des décisions qui sont confortables et du coup, je sors pas de ma zone de confort, tu vois? Mais je sais très bien que ça, c'est embrasser le confort à court terme, nous garantit de l'inconfort sur du long terme et donc ce que je veux, c'est pas non plus être un un fou, un kamikaze qui va, que sortir de sa zone de confort et que brasser un confort, Hmm. j'ai peur de me mettre dans la même cage qu'un lion, je vais me mettre dans la même cage qu'un lion, tu vois? C'est pas ça. Hmm. C'est ça me fait peur, OK. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je sens que mon inspiration, est-ce que je sens que mon feu sacré en quelque sorte, heu est-ce que je tends à y aller, tu vois? Est-ce que mon intention, tu vois, c'est est-ce que je tends à y aller? Et donc voilà et donc du coup, c'est être loyal par rapport à cette tension intérieure, par rapport à cette inspiration interne qu'il y a en chacun de nous et qu'il y a en moi-même. Voilà. Ok. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette interview que tu as envie de rajouter, de partager? Hem, Déjà merci à toi et quelque chose que j'ai envie de partager, c'est souvent les personnes qui vous inspirent. Je vous invite à vous en rapprocher. Il y a un truc, j'aime beaucoup. Il y a un ami à moi qui m'a dit un jour, il m'a donné un concept que j'aime beaucoup, qui est la boussole du plaisir, et je trouve que c'est la même chose avec l'inspiration. Quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui te fait plaisir et cetera. Enfin, tout ce qui t'inspire, rapproche-toi-y, avance avec ça et moi, je trouve que Charles, tu m'inspires beaucoup. Je trouve que tu es quelqu'un d'inspirant et vraiment, je vais inviter les personnes à s'ils te suivent, s'ils t'écoutent, c'est que, je pense qu'au fond de ces personnes, elles se disent: «Tiens, ce serait pas mal peut-être, que j'ai un échange avec Charles», mais ayez des échanges avec Charles, j'en ai eu un, il est hyper ouvert, c'est hyper cool. Ok, bah merci, je ne m'attendais pas à ce partage. Merci Théo. Voilà, spontanément, c'est le truc qui me vient, c'est n'ayez pas peur d'aller, voir ou parler avec quelqu'un ou d'aller demander des conseils à quelqu'un ou, de prendre des décisions inconfortables. Vraiment, ça, on en parle peu ou on en parle beaucoup et c'est souvent un truc qui est sous-coté. Voilà, donc De prendre des décisions inconfortables? ouais, de prendre des décisions inconfortables, qui te font réellement envie, qui t'inspirent réellement, tu vois? Si tu as envie de poser une question à Charles, mais pose une question à Charles, tu vois? Si tu as Hmm. envie même de te faire accompagner par Charles ou même d'avoir juste un conseil, tu sais? Ça peut commencer comme ça. Bah, allez-y, tu vois? Première décision et je pense que ça, c'est un truc qu'on regrettera pas, quoi. Ok. Bah, merci beaucoup Théo pour cette interview, c'était un plaisir. Ouais, plaisir, partagé.